Salut! Salut! Aujourd'hui, avec Simone Business Club, on rencontre Héloïse, la fondatrice de la marque et du studio Hello World. Elle nous a invités chez elle pour qu'on parle de ses expériences et de son parcours entrepreneurial. Et du coup, salut! Hello! Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Je vais te laisser te présenter, parler un peu de ta marque et voilà. Du coup, je m'appelle Héloïse, je viens d'avoir 30 ans et j'ai créé un studio créatif qui s'appelle Hello World, qui est un espace un peu hybride où l'agence de communication rencontre la marque de vêtements, rencontre le média sur la mode, et j'essaye avec tout ce micmac de créer des nouveaux discours sur le vêtement et sur la mode. On est né à la base du podcast. Ouais. On l'a un peu laissé de côté pour développer toute la partie vêtements qui était que je ne connaissais pas en fait. Ok. Quand je dis on, en fait, c'est je. Moi et mon chien. Oui, toi. Oh oui, toi. Mais parce que l'univers de la confection, je connaissais rien, donc il a bien fallu 2 ans et demi pour comprendre, trouver les bonnes usines, les bons fournisseurs, comment ça fonctionnait. Là, maintenant que cette partie-là est peu ou prou réglée, entre guillemets, que je comprends comment ça fonctionne, on revient à un équilibre un peu plus stable où le média, donc toute la partie podcast, recherche prend plus de place. Ok. Mais pour qu'à la fin, l'objectif, c'est pas qu'il y ait un domaine qui prenne le pas sur l'autre, en fait, si ça fait sens. Donc toi, si la confection c'est pas ton truc de base, tu viens d'où? T'as fait quoi comme études? Moi, j'aime publicité. Ok. J'ai fait un parcours très classique, j'ai fait une prépa littéraire et économique. Ok. Et une école qui s'appelle le CELSA, qui est une école de communication rattachée à la Sorbonne. Et voilà, donc j'ai fait mon master, j'ai commencé à travailler en agence et ça me plaisait beaucoup, mais c'était pas suffisant. Et comme beaucoup de personnes qui viennent à la communication et qui se sont reconverties, j'avais une passion de base qui était autour de la sociologie du vêtement, de l'histoire de la mode, que j'ai creusée d'abord, comme je te disais, en format podcast. Et ensuite, il y a eu la possibilité d'en faire quelque chose d'un peu plus gros que juste un podcast un peu loisir, entre guillemets. Et du coup, ça a dérivé, dans le bon sens du terme, vers une marque de vêtements qui est là aujourd'hui. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que t'es entrepreneuse et que t'as ta marque de vêtements? C'était un peu compliqué. Légalement, ça va faire bientôt 4 ans, je pense, que les statuts sont déposés, que ça existe. Mais personnellement, le projet Hello World tel que je veux qu'il existe, ça date de septembre dernier. C'est-à-dire tel que tu veux qu'il existe? C'est-à-dire avec ce côté média, ce côté conseil, ce côté marque, avec la bonne vision créative, les bons partenaires pour trouver les fournisseurs pour confectionner les vêtements, la bonne structure. Avant, c'était un peu du trial and error. J'ai essayé des choses, j'ai travaillé avec des gens, ça a fonctionné, parfois non. J'ai toujours un autre travail à côté qui prenait beaucoup de place. Donc, il fallait un peu voir comment tout ça fonctionnait. Ce que je te disais aussi au début, le milieu de la mode, je ne connais rien. Donc il y a aussi beaucoup d'apprentissage qui ont fait un peu, je pense, la version alpha de la marque. Et là, on est dans la version bêta qui est un peu plus prête à être montrée au monde. Ouais, en même temps, c'est énorme ce que tu fais. Tu t'es pas dit, je vais faire juste une marque, et déjà, une marque où tu mets 3-4 ans à ce que ça aille bien, et du coup, tu t'es dit, je vais faire plein de trucs différents. En fait, je pense qu'au début, je voulais faire une seule chose. Et très vite, je me suis rappelé que ça va être très presque un peu égotrique ce que je vais te raconter. Mais ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est pas tant de faire des vêtements pour faire des vêtements. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours rêvé de produire quelque chose, d'avoir un produit fini, et c'est génial, la sensation est assez folle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un point de vue sur les vêtements. D'avoir un point de vue sur qu'est-ce que ça veut dire de s'habiller aujourd'hui, de remettre au centre du discours que la mode c'est politique, c'est pas que esthétique, même si l'esthétique est importante. Et en fait, pour ça, il y a plusieurs manières de le faire et je voyais pas un seul moyen. C'est un peu comme si, à toute petite échelle, dans mon tout petit bureau, je faisais du micro-lobbying avec un peu de podcast. C'est un mouvement, quoi. C'est un peu l'objectif. Et donc, créer une marque de vêtements juste entre guillemets pour une marque,
ça m'intéressait pas. Surtout en plus, comme je disais, je viens de la com. C'est un métier que j'adore, que je continue d'exercer, que je veux pas arrêter. Okay. Et donc il fallait que je trouve un moyen de concilier un peu mes deux amours, sans que je devienne ni complètement folle, ni complètement épuisée. Et aussi, c'est le gros challenge. C'est le gros challenge. Et aussi, il y a un point de vue très pratique, je pense qu'on va en parler, les financiers, où en fait, diversifier ses sources de revenus, c'est toujours plus safe. C'est sûr. Donc ça s'est aussi imposé à moi de ce côté, de cet aspect-là, en fait. Okay. Et du coup, donc, tu parlais de le vêtement est politique, il y a un sens derrière et tout, donc c'est vraiment la proposition de la marque. Ouais, c'est ça. En fait, nous, du point de vue vraiment vêtements, enfin la partie retail qu'on fait, en fait, on vient penser nos collections un peu comme un magazine qui sortirait chaque trimestre. Et à chaque fois, on vient décortiquer une thématique. Par exemple, on a fait les poches, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de poches dans les vestiaires pour femmes. On a fait le vêtement de sport le jogging précisément qui a été pendant très longtemps un peu la tribu du gros geek qui se baffe de popcorn devant sa télé, mais avant était en fait quelque chose de très élitiste. On a travaillé le costume entre guillemets de travail et on pourrait faire un magazine où on aurait des photos, des articles, etc. dessus. Mais je me suis dit que l'édition c'est trop facile qu'on allait faire la mode et du coup, nous la proposition créative qu'on va faire c'est on vient réinterpréter cette histoire autour d'une collection de vêtements, donc d'un petit drop qui va être enrichi en fait de plein de contenus autour, que ce soit des contenus de format podcast ou des contenus un peu plus courts sur TikTok où on vient raconter l'histoire des poches, etc. etc. Donc c'est un peu un tout, parce que, encore une fois, moi je pense vraiment que si on veut pouvoir consommer mieux et consommer plus responsable, et quand je dis plus responsable, je dis pas que plus écologique, même si ça fait partie de l'équation, il faut qu'on comprenne pourquoi on s'habille, il faut qu'on comprenne pourquoi on porte ce qu'on porte. Et du coup, ça n'a pas de sens pour moi de donner un vêtement au monde juste en disant « Hey, il est beau et il me vient de... Et encore une fois, j'adore toutes les marques qui font ça et c'est pas du tout une critique parce que je suis la première cliente de marques avec des designeuses ou designers qui ont des visions en disant ma grand-mère me disait que ou j'ai voulu parler du sud ou etc. Bon, je pense à Jacquemus forcément. Mais il y a plein de marques qui sont fascinantes mais moi j'avais rien à raconter là-dessus. Okay. Et ce qui m'intéressait c'était de dire il y a des faits, il y a des choses qui se sont passées qui font qu'aujourd'hui on s'habille comme on s'habille. Il y a des choses qui peut-être pourraient changer. Et d'autres qui peut-être peuvent rester une marque éducative. Ça, on veut une marque éducative. C'est pas très fun quand tu le dis comme ça, mais c'est super d'apprendre des trucs là-dedans. C'est la déformation professionnelle. Écoute, je passais ma journée à lire des bouquins, je me suis dit, tiens, si j'en ai profité les gens. Bah ouais, carrément. Et du coup, c'est quoi le modèle? Tu fais de la précommande, non? On a fait un peu de précommande, donc finalement, on fait de la pré-précommande entre guillemets. En fait, on va pas attendre que la précommande soit finie pour lancer la prod, parce qu'on n'a pas d'assez gros volume de précommande. Mais on va ajuster le volume de la prod par rapport à la précommande, mais on lance un peu les deux en parallèle parce que on arrive aujourd'hui à peu près à estimer à combien on va sortir de vêtements. Et en fait, il y a un autre point qui était très important pour moi, c'était l'accessibilité. Où aujourd'hui, nos vêtements, ils sont chers. Enfin, chers, tout est relatif. Les gens qui s'y connaissent dans le milieu de la mode vont me dire qu'ils sont pas chers parce qu'ils sont faits en France, parce que c'est des matières nobles pour la plupart, parce que c'est des petites quantités, mais pour le français et la française moyen c'est cher. Donc le fait d'avoir de la précommande, qui est une espèce de fausse précommande parce qu'on a commencé un peu la production, ça nous permet quand même de récompenser les personnes qui vont acheter et attendre peut-être 4 semaines avant de recevoir leur article avec un prix un peu plus bas, parce que nous on fait pas de solde. Donc du coup on les fait un peu en... Ok, donc les premiers qui achètent, les prix... C'est ça. Et après une fois que la collection est là, est posée, et qu'on n'en fera pas plus, on met le prix final. Mais ça permet de donner entre guillemets, enfin pas une chance, mais en gros à notre échelle, sans faire trop de pertes, d'avoir un prix un peu plus compliqué. Ouais, et puis c'est hyper malin parce que pour toi, ça te permet d'avoir plus de ventes au début et de savoir ce qui se vend mieux ou moins. Ça permet ça aussi, et puis ça permet aussi d'avoir plus de cash plus rapidement pour pouvoir payer la prod. Donc c'est... Et de toute façon, on a une limite qu'on ne dépassera pas de prod. Déjà, 1, parce qu'on est trop petit, et 2, parce qu'on ne peut pas trop produire, et 3, parce qu'on bosse beaucoup avec des fins de stock. Donc parfois, on peut faire 15 drops, donc ça n'y a plus de tissu. Là, voilà. Mais la préco, par exemple, ça nous permet d'ajouter les tailles.
On sait qu'on peut en faire 15, mais est-ce qu'on fait 10M ou 10L? Ouais, tout à fait. Et du coup, produit en France. Produit en France. Et tissu de réemploi ou... Principalement de réemploi. En fait, on a quelques pièces qui ont été faites en France-Pologne. Ok. Mais on était ravis de la qualité de l'usine qui était auditée, mais les quantités étaient trop grosses pour nous, donc on ne travaille plus avec eux. Là, tout est fait à Paris, dans le Sentier, et la maille, elle est faite dans le nord de la France. Et les tissus, sans dire de bêtises, on doit être à 80% de réemploi. Donc on source des fins de stock de grandes maisons, ou alors on va directement auprès des usines de tissus françaises pour récupérer leurs fins de stock. Et il y a une petite partie, quand on veut que ce soit des collections par exemple, enfin des pièces, on veut qu'elles restent vraiment intemporelles et on veut pouvoir les proposer à l'année. Là, on va se tourner vers du tissu neuf, mais qui est toujours issu de recyclage. Et du coup, tu les retravailles quand même les tissus, parce que là, j'ai vu tes 2 derniers produits, c'est... t'as un ensemble haut et jupe avec des prints, et la robe qui a l'air d'avoir un tissu un peu gaufré. Oui, mais ça, on l'a acheté comme ça, le tissu gaufré. Ok. Le tissu gaufré, tu vois, là, c'est un très bon exemple, parce que typiquement, le mesh qu'on a fait, donc ça, c'est du tissu neuf. Ouais. Parce qu'on voulait faire du mesh, on voulait faire notre imprimé. Et c'est pas possible de le faire avec du tissu de seconde main parce que c'est pas ton imprimé. Mais on a voulu le faire le plus éthiquement possible, donc on l'a sourcé en France de la même manière, etc. Avec des produits non chimiques. Donc on a fait tout un audit qui nous a fait bien un an et demi pour trouver ce tissu. On est très contente de l'avoir trouvé. Donc ça, mais ça sera toujours des toutes petites quantités parce que c'est du produit neuf et qui va presque être, pas à la commande, mais quasi en fait. Et la robe avec le tissu un peu gaufré comme tu dis, c'est du tissu de réemploi qui vient de chez LMH, qu'on a trouvé tel quel, et qu'on a pris tel quel et qu'on a travaillé pour qu'il rentre dans la collection. Du coup, tu vends tout sur ton site ou t'as des... Ouais. J'ai fait un peu de pop-up. Là, je le fais de moins en moins parce que c'est très cher et c'est une grosse logistique. J'ai un avis assez tranché sur le vente des pop-up, mais... c'est quoi ton avis? Je pense qu'il y a plein de pop-up qui font ça très bien, mais c'est ceux qui fonctionnent bien, c'est ceux qui font des tout petits prix, donc c'est des pop-up de fripe, souvent. Et en fait, dès qu'on arrive sur des marques beaucoup plus onéreuses, entre guillemets, comme la mienne, on tombe souvent des pop-up qui sont un peu des machines à cash, où on va faire payer très cher l'emplacement pour très peu de jours, et en fait, on va parquer les créateurs sans identité, sans rien, et en fait, on va se retrouver, et pour le client, c'est un enfer, parce qu'il va rentrer, il va y avoir 15 personnes qui le regardent, avec des yeux ronds comme ça. J'ai fait une fois un pop-up avec une marque qui s'appelle Maison de Flore. J'ai trouvé le principe génial, où elle a une boutique dans Paris. Et en fait, elle ouvrait sa boutique à 4-5 créateurs. Et en fait, on se relayait dans la boutique. Et on était tous briefés, chacun présentait les produits de l'autre. Comme ça, on tenait une semaine. Ça ne faisait pas non plus poser une semaine à chacun. Et on arrivait à avoir quelque chose de cohérent. Et quand les gens rentraient, ils avaient l'impression que c'était une boutique, un concept store, une proposition. Et pas la foire et tout. Et aujourd'hui, il n'y a pas trop ça comme expérience de pop-up. Parce que moi, j'en vois quelques-uns, c'est des designers ensemble qui se disent on va prendre un espace. Mais en fait, quand ils sont très peu et que ça... Pareil, j'en avais fait une fois comme ça avec une marque qui a malheureusement fermé. Et c'était génial parce que c'était petit comité, on l'avait co-construit ensemble. Mais souvent, c'est de plus en plus des organismes indépendants, c'est des marques. Le business model, c'est de créer des pop-up et de gérer des pop-up. Et là, en fait, leur but, c'est de remplir l'espace. C'est pas que toi, tu vendes. Alors, il faut que tu vendes un peu pour que tu reviennes. Du mètre carré, quoi. Ils vendent du mètre carré. Et en fait, il y a tellement de marques qui créent aujourd'hui que je pense qu'ils arrivent toujours à trouver quelqu'un. Et moi, j'ai vécu des expériences où vraiment, on avait ça de place. Et on était tous en ligne. Pas à boire, pas à manger, pas à quoi s'asseoir. Et en fait, c'est ni agréable pour nous, ni pour les gens. Ça détruit ton expérience produit parce que tu vas pas vendre une veste à 300 balles à côté de bijoux made in China, revendus à l'Express. Tu vois, il y en a qui le font bien, il y en a très peu. Oui, il y en a beaucoup qui profitent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui profitent de t'es un jeune entrepreneur, t'as plein d'espoir, tout ça, et qui profitent de un peu de ta naïveté là-dessus. Oui, et puis je pense qu'il y en a aussi qui veulent bien faire et qui se rendent pas compte que c'est pas la bonne manière de faire. Tu vois. Mais en tout cas, du coup, pour ces raisons-là, le web, pour l'instant, on a un peu ralenti. Là, on se concentre sur la notoriété en ligne, bien construire la marque. Et après, je pense qu'on fera peut-être des pop-up soit seuls, soit avec 2-3 marques, mais où on le fait ensemble en fait, et où on le fait en tant que marque. Et pas avec un organisme tiers pour justement avoir plus de roulement et
moi je suis vraiment assez contre ces... À part quand c'est le marché de Noël, ces espèces de marchés créateurs où en fait chacun a son sens. Je trouve que dès que tu passes à une certaine gamme de prix, il faut une cohérence. Oui, c'est ça, je pense que ça a un sens si je sais pas, si tu vends des accessoires. Exactement, ou des affiches, mais des trucs, je ou une typologie de... Mais quand les gens voient une boutique de créateurs, tu t'attends plus à voir 2 personnes qui gèrent et une sélection. Un peu comme les boutiques vintage, tu sais, qui font des sélections, des concepteurs. Ou les boutiques de déco avec. Si on prend chez Merci par exemple, t'as pas un mec de chaque marque, même chez Auchan, tu vois, il y a pas le mec de Lul, je vois pas comme ça. Ok. Et du coup, tu dis on, mais t'es toute seule sur la marque ou... Non, je suis pas toute seule, je suis toute seule à plein temps. Aujourd'hui, j'ai une associée qui est là depuis le début, qui a aussi lancé son projet dans la musique et qui a plus un rôle de conseil, qui est DA à la base, donc qui m'a beaucoup aidé sur l'image au tout début et là qui est un peu un petit pilier, voilà, mais qui est pas du tout front ou en décision sur le design des vêtements, etc. Et j'ai 2 alternances. Qui sont là, une depuis 2 ans et une depuis pour un an en gros, qui apprend. Ok, et elles te font quoi les alternances? Il y en a une qui fait moi en mieux organisé. Non, mais qui est un peu mon double côté vraiment vêtements. Elle vient de Condé, si je dis pas de bêtises. Et donc elle va m'aider avec tout ce qui est création des collections, gestion de l'atelier, gestion du site internet, enfin tout ce qui est en lien avec le vêtement et la marque. La mise en place, par exemple, on fait pas pop-up, mais on a fait des ventes avec Toasty par exemple. Donc ça va m'aider là-dessus. Et une autre qui est tout le côté communication réseaux sociaux, donc graphisme, montage. Et donc c'est elle qui m'assiste sur les shoots, qui a sélectionné les mannequins, qui fait beaucoup de montage, et qui monte tous les contenus pour le social, qui fait la grille Insta. Pratique. Ok. Et donc tu me disais ça fait 4 ans, et donc la grande question de est-ce que tu te rémunères au bout de 4 ans? Alors je me rémunère, au bout, ça fait 1 an et demi que je me rémunère. Ok. 1 an. Mais je me rémunère pas, si je vendais que des vêtements, je me rémunérerais pas. Ok. Voilà. Je me rémunère parce que j'ai une activité de conseil à côté qui est intégrée à la marque. Et c'est ça aujourd'hui qui me fait vivre, qui paye les alternances et qui me paye moins. Mais je ne paye pas encore. Si j'avais que les vêtements, je paierais. Ok. Très, très bon à savoir. Je pense qu'il y a plein de gens qui se lancent dans la création d'une marque et qui se rendent pas compte que c'est compliqué. Tu te payes pas. C'est très cher. C'est très cher. Ça met très longtemps de développer une collection, de la vendre, etc. Je crois que c'était... Enfin, je sais plus si c'est toi qu'on en parlait, mais j'avais vu un article de Bonne Gueule. Tu vois la marque Oui, je vois la marque. Donc, qui ont commencé à voir qu'il y avait une communauté qui existait depuis une dizaine d'années, je pense, qui ont mis 8 ans à être rentable. Qui partaient pas de zéro, qui connaissaient l'industrie, qui avaient les clients, qui avaient même tout un marché parce que c'était la seule marque pour hommes dans ce créneau-là. Il leur a fallu 8 ans pour être rentable. Moi, j'ai pas de réseau, pas de fonds illimités. Donc, ce serait, je pense, débile de ma part de me dire que... Mais tu le savais ça au début, avant de commencer? Je le pressentais, ouais. Ok. C'est pour ça que j'ai jamais arrêté de bosser à côté, que j'ai toujours essayé de trouver un peu un équilibre et tout, et que je continue même encore aujourd'hui de... Ça se trouve, on se reparle dans 6 mois, je te dirais, j'ai encore un peu bougé les... tu t'adaptes. Ouais, et puis t'adaptes. Mais en fait, j'ai beaucoup de chance, c'est que ce qui me rapporte de l'argent aujourd'hui et ce qui m'en fait perdre, c'est 2 choses que j'adore. Donc, pour l'instant, tout va bien. Mais le but, c'est que les 2 me fassent gagner de l'argent. Ouais, ça serait pas mal. Mais j'ai la chance de pas avoir dû prendre un job alimentaire. Tu vois. Ok. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, au début, je savais que ça prendrait du temps, mais je pensais pas autant, tu vois. Je pensais que ça prendrait genre 1 an et demi, 2 ans, mais souvent ça prend bien plus, quoi. Moi, en fait, j'avais beaucoup lu sur la mode aussi, donc j'étais un peu renseignée là-dessus. Et alors, j'ai pas conscience que c'était à ce point dur, mais en fait, je bosse avec des marques aussi. Enfin, mon métier, c'est ça. Alors, j'ai bossé avec des très grosses marques, mais avant de lancer Hello World, j'avais bossé avec des plus petites marques, notamment de vêtements. Et en fait, tu vois que ça fait 10-15 ans qu'ils galèrent, donc ça te donne un peu des billes aussi
Mais tu te dis toujours, ouais, pour moi, ça va être différent. En même temps, je sais pas si on Sinon, irait... tu penses pas. Oui, c'est ça. Et du coup, j'en viens à ma question. Si tu parlais à la Héloïse il y a 4 ans, tu lui dirais d'y aller, de pas y aller, tu lui dirais de faire différemment, tu la préviendrais de quelque chose. Qu'est-ce que je lui dirais? Non, je lui dirais d'y aller parce que sinon, je pense que. Ou pas, hein, parce que si elle n'y avait pas été, je pense qu'elle serait comme tous les bons publicitaires dans une ferme dans un bilan avec 50 chiens. Enfin, pas un si mauvais parcours non plus. Non, je pense que je lui dirais d'y aller parce que si je l'avais pas fait maintenant, je l'aurais jamais fait. Quand on en parle, même avec mes potes ou mes copains, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de contraintes, j'ai pas de parents à soutenir, j'ai quand même un statut qui est très privilégié. Ouais. Je peux me permettre de tenter ça. Donc oui, j'ai pas les contacts, j'ai pas papa maman qui injecte des millions dans le truc, mais j'ai quand même beaucoup de privilèges qui me permettent de ça, notamment de ne pas avoir de famille à charge. Et du coup, rien que pour ça, je pense que c'était le bon moment quand j'ai choisi de le faire, donc je le ferai. Après, oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses que je ferais différemment, mais ça, tu sais jamais quoi. Ouais, il n'y a pas un gros truc, tu sais, tu pouvais te donner un conseil il y a 4 ans. Si, je pense que je trouverais quelqu'un avec qui le faire. Ok. Mieux, tu vois, aujourd'hui, je pense que ce qui manque, c'est un ou une associée. Ok. Plutôt côté business, chiffres et tout. Et peut-être trouver la bonne personne pour faire ça dès le départ. Tu vois, même des success stories, tu vois, tu demandes à Make Money et autres, c'est des marques qui vont vraiment décoller quand t'as des personnes plus business qui sont rentrées. Et moi, je sais que ça ferait pas de mal d'avoir quelqu'un qui... Ouais. Parce qu'il y a un moment où tu peux pas tout faire et t'as pas le même cerveau pour faire commercial que pour faire créa. Et t'es dans l'opérationnel et tout, et c'est compliqué. Et tu le fais parce qu'il faut le faire, tu vois, mais c'est quand même pas ma passion. Je ne connais pas tant que ça. Et je pense que c'est ça aussi qui freine la plupart des gens qui montent des marques seules, c'est qu'en fait, tu peux pas tout faire. C'est soit t'es très bon en com, soit t'es très bon en design, soit t'es très bon en finance, enfin en business entre guillemets. Et en vrai, les marques qui arrivent à tirer un peu la peine du jeu, c'est vraiment des gens tout seuls. Hein. C'est des gens qui se sont fait entourer. Et ça, aujourd'hui, c'est... Une fois que le truc est lancé, c'est plus compliqué, je trouve. Après, moi, j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide. Donc, d'aller trouver des gens et de dire, en fait, là, j'ai besoin de conseils, en fait, je sais pas quoi faire. Ouais. Et puis, ça, en tant que meuf, on ne l'apprend pas aussi, je trouve, tu vois. Aller un peu gratter, aller demander... aller râler un peu. Complètement. On n'est pas habitué à faire ça, donc je pense que ça s'il y avait un truc que je changerais, c'est ça. Ok. Mais parce que c'est vrai que je me disais, même quand tu parlais des pop-up, où et c'est à toi de vendre ta marque, mais c'est hyper compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et encore, une fois que t'es dedans, bon, ça passe, tu vois. Mais c'est con, mais faut faire l'inventaire avant, après, il faut être sur place, et t'as pas de pause en fait quand t'es tout seul. C'est à la fois, c'est toi qui gères le SAV, mais c'est toi aussi qui a des grosses discussions avec la comptable. Enfin, et du coup, tu changes de statut tout le temps. Alors, c'est super, ça t'apprend beaucoup. Mais parfois, t'as aussi juste besoin de quelqu'un avec qui parler, avec qui confronter tes doutes. Ce que tu peux pas forcément faire avec des personnes qui sont en alternance, même si les alternances sont exceptionnelles. C'est pas leur rôle. Je vais pas me fondre en larmes devant elle en mode j'y arrive pas. Non. Mais en fait, avec qui je fais ça, tu vois. C'est un peu... Pour l'instant, je fais avec ça. je l'appelle mon petit DAF. Voilà. Ça va, elle gère la compta, tout ça. Mais non, mais je comprends, c'est hyper bien. Surtout les moments difficiles, et même les réussites au final. Même les réussites, tu vois. C'est quand même cool d'avoir quelqu'un avec qui tu célèbres. Tu dis la même chose et tout. C'est ça qui est cool. Mais du coup, tu chercherais pas un ou une associée là maintenant? Si, mais je sais pas comment chercher. J'ai pas le temps de chercher. Ouais. Et j'étais un peu traumatisée par des expériences passées qui font que j'ai encore un peu, là pour le coup, je pense que je suis très naïve, je suis un peu en mode comédie romantique à l'américaine où un jour je vais rencontrer quelqu'un et ça va être le coup de foudre, il ou elle aimera les chiffres, j'aimerais le tissu et ce sera parfait. Ok. Donc voilà, appel à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si vous aimez les chiffres. Bah écoute, venez. Non mais le grand cliché que tout le monde te répète dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est très solitaire, c'est très vrai en vrai. Oui. C'est très solitaire. Ça a beaucoup d'avantages, mais c'est très solitaire.
C'est pour ça que j'ai créé Simone Oui. Business Club, pour Oui, que bien sûr. au moins les gens qui vivent la même chose puissent se Bien parler, échanger et tout. Et moi, je trouve ça trop agréable de parler à des gens où ouais, t'as pas besoin de tout réexpliquer. Et tu sais que de toute Oui. façon, ça les intéresse. Oui, Donc, c'est si tu ça. vas leur expliquer tes petites galères avec le fournisseur, parce que si, parce que là et tout, Bah, ça les intéresse. oui, et... après, je pense que quand t'es bien entouré, ça les intéresse. Enfin, tu vois, mes potes, ça les intéresse quand je leur raconte mes conneries. Hein, Oui. mais c'est plus moi qui n'ai pas envie de les ennuyer et qui met un peu en retrait par rapport à ça. Du coup, les 2 petites dernières questions, c'est que avec Simone, tous les mois, j'organise une masterclass en ligne avec un ou une experte. Une experte, parce que pour l'instant, j'ai eu que des femmes. Et du coup, est-ce que tu aurais un sujet ou une personne que tu aimerais bien voir en masterclass? Moi, je pense que j'aimerais bien, c'est pas très précis ce que je vais dire, mais une meuf, déjà, je pense que c'est important que ce soit une meuf, qui a monté une marque et qui aille dans le moment où ça décolle. Ok. Pour si elle arrive à avoir le recul de comment elle a réussi et c'est quoi les nouvelles. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on a soit des personnes qui vont intervenir qui sont encore au début et je me mets dedans, tu vois, qui sont en train de comprendre comment ça fonctionne, ou des personnes qui ont bien réussi. Et il manque souvent l'espèce d'étape un peu intermédiaire de personnes qui ont un peu réussi à tirer leur épingle du jeu et qui rentrent un peu dans la cour des grands, entre guillemets. Et je trouvais ça intéressant d'avoir un point de vue, parce que je pense que d'un point de vue, et pour tout, tu vois, business, staffing, communication, ça doit tout chambouler. Et peut-être c'est même une table ronde avec plusieurs personnes qui ont vécu ce changement de direction dans leur marque pour comprendre un peu ce que ça fait. Après, si tu veux quelqu'un qui a plus un métier, quelqu'un qui bosse en finance. Ah ouais? Non, mais peut-être. Enfin, bien quelqu'un qui a un aspect beaucoup plus business pour savoir. Parce que tu vois, il y a aussi un truc quand tu commences à lancer une marque, c'est que d'un coup, tu es très sollicité, où tout le monde veut ton argent. Que ce soit pour faire de l'ARP, pour sponsoriser à droite, pour créer le site internet, et tout. Où est-ce que tu mets ton argent quand tu commences? Où est-ce que ça vaut le mieux d'investir? Pour être intéressant d'avoir quelqu'un qui a cette vision-là, mais vraiment à petite échelle, parce que pareil, on a beaucoup des discours de personnes dans le market qui vont bosser pour des grosses marques. Et les règles du jeu sont pas exactement les mêmes quand t'as, je sais pas, 10 000 € de budget à louer à l'année à ta com, tu la loues pas pareil que quand t'as 4 millions, quoi. Et maintenant, on passe à ma partie préférée, on va parler produits. Et j'ai demandé à Héloïse de nous montrer sa pièce préférée de Hello World et pourquoi elle en est si fière. Ça, c'est le tout premier bébé. Je pense la pièce la plus difficile qu'on ait jamais créée. En gros, donc je bosse pas toute seule, hein, avec des modélistes qui nous accompagnent, même si il y a parfois des petits patrons que je fais, là, sinon, truc aussi compliqué, pas moi. Okay. On s'est fait jeter par 4-5 modélistes qui nous ont dit non. D'accord. Non, ça n'existera pas. Elle est là. Ok, et ça c'est l'histoire des grosses poches. Ça, c'est l'histoire des grosses poches, c'est ça. C'est le tout premier drop, c'est un peu l'histoire qui a tout lancé. C'est en fait la découverte que aujourd'hui les vêtements pour femmes n'ont pas de poche, très peu, parce que historiquement en fait les poches étaient associées, et c'est toujours associé au pouvoir, parce que tu as les mains libres, tu transportes des choses importantes comme de l'argent pour gérer le temps, et les femmes n'avaient pas à se soucier de ça. Donc du coup, on a voulu créer une veste avec plein de poches pour un peu raconter cette histoire et apporter aussi une solution. Donc ça c'est mon exemplaire, donc qui est un peu ça doit être un proto d'ailleurs même, je pense. Ok, et ça c'est des poches à l'intérieur du coup? C'est des poches, en fait non, c'est des poches sur le côté, c'est des poches plastron, en fait, où tu peux mettre jusqu'à une petite liseuse, un livre de poche, des petits iPads je crois rentrent. Et en fait, vu que tu as un soufflet, ça se voit pas. Okay. À moins que tu mettes, c'est vraiment un truc très épais. Ça se voit pas, mais tu as aussi des poches intérieures. Tu en as une zippée pour tout ce qui va être usage peu fréquent, genre un portefeuille ou de l'argent. Pour qui, mais... Oui, mais maintenant on paye notre téléphone. Oui. Et une avec un petit scratch pour justement le téléphone que tu rentres, tu sors. 2 poches sur le côté classique et une petite un peu plus pour le style ici. C'est la pièce qui a été le plus compliqué à réaliser parce qu'en fait, on a plein de petits détails. En fait, du coup, on a les poches intérieures qui, du coup, sont cachées par ce qui est au-dessus, donc la poche plastron. Donc, il y a une manière de monter qui est très spécifique. On a voulu ajouter un détail sur la manche. En fait, on a l'impression que ta poche plastron, elle continue
C'est une seule et même pièce. Ok. Donc il y a toute une technique pour tout mettre ensemble et que ça fasse pas de gros plis. Monter du plastron sur de la laine, je pense que les personnes qui l'ont fait m'ont maudite pendant très longtemps. Mais c'était vraiment très très technique à réaliser. Et on est trop contente du résultat parce que vraiment c'est elle c'est une pièce qui reste, tu vois, pour le coup Ouais. c'est Oui, elle existe en bleu. elle existe en bleu, en bleu marine, en bleu ciel, en beige, et on a fait une version en jean et on va bientôt sortir des versions crop Ok. plutôt pour le printemps. Mais et ça du coup c'est de la laine recyclée typiquement. Donc Ok. c'est pas du tissu de seconde main, mais c'est presque même mieux, je ne sais pas, mais c'est une boîte qui récupère en fait des vêtements en laine, qui les détricote, Ok. qui trie la laine par couleur, donc qui refont du fil avec. Et du coup, ce qui est génial, c'est que c'est de la laine qui a déjà travaillé, donc ça peluche quasiment pas. Tu vois, ça c'est la mienne, je pense que je dois la saigner depuis 3-4 ans. Non, 4 ans j'abuse. Depuis au moins 3 ans. Ah ouais, elle est. Ça elle reste est nickel en nickel. fait. Ouais, ça reste nickel. Ok. Trop cool. Et voilà. Et tu vois, celle-là, c'est vraiment la plus aboutie en termes de détails, même les poches là sur le côté. En fait, je me suis rendu compte que dans les manteaux pour filles, pour femmes, on avait des poches qui étaient souvent très sur le devant. Et du coup, t'as les mains dans les poches, t'es un peu comme as. Et donc, nous, on les a mis très en arrière. Et en fait, comme ça, quand tu mets les mains dans les poches, tu te tiens droite. Et en fait, c'est prouvé que ta posture, ça a une importance sur comment tu te sens. Et souvent, on dit quand tu fais une crise d'angoisse, tu lèves les épaules pour t'aider un peu. Et du coup, on a même pensé la place des poches par rapport à ça. Et je pense que mon meilleur compliment, c'est justement mon associé qui testait le proto, qui m'a dit je suis rentrée avec à 3h du matin et j'avais un peu moins peur dans la rue. Donc C'est bien. ne protège pas les agressions, malheureusement. Mais en tout cas, ce sentiment un peu de puissance que le vêtement peut t'apporter, c'était tout l'objectif de cette veste. Et du coup, la veste, donc fabriquée en France. Non, celle-là, c'est la seule exception. Ce que je te disais, c'est celle qui a été faite entre France et Pologne. Ok. Parce qu'on avait besoin d'un gros atelier qui avait des compétences spécifiques pour les faire. Donc on a dû faire des plus grosses quantités du coup sur celle-ci. Ok. Mais du coup, on a pu pas mal affiner le processus de fabrication et les nouvelles qu'on va sortir et qu'on a sorties en jean ou en coton, les crops, celles-là sont faites en France. Ok. Mais on avait besoin pour la première de s'entourer d'un plus gros atelier. D'accord. Et elles sortent à quel prix? Elles sortent à, je vais pas dire de bêtises, à 370, je crois. Ok. Très bien. Me semble-t-il. Pas bonne avec les chiffres. Très mauvaise avec les non, chiffres. mais c'est bien d'avoir une idée. Elles sont aux alentours de 300 €. Mais tu vois, comme je te disais, si je voulais les mettre à un prix correct, il faudrait qu'elles sortent à 1000 balles. Ouais, mais c'est pour ça que j'aime bien montrer qu'il y a des jeunes fondateurs qui font des produits, qui les font bien, où il y a beaucoup de taf dessus et qui les sortent au même prix que leur Sandro, tu vois. Oui, mais Finalement. c'est pas de la... Enfin, tu vois, si je te le fais vraiment très, très pragmatique. La modéliste qui a bossé sur cette veste, c'est une modéliste qui travaille à temps plein chez Saint-Laurent, chez Balmain. Le tissu, c'est le même qui est utilisé pour certaines maisons de luxe. L'usine qui l'a monté, c'est la même usine qui monte Inès de la Fressange, Isabelle Marant et je sais plus qui d'autre. Donc, dans la qualité et dans la conception, en tout cas, à la fois du matériel et de la couture, il n'y a pas de différence. La seule différence, et c'est une grosse différence, encore une fois, je viens de la com, je le sais, c'est l'emballage de la marque. Ouais. Mais c'est vrai que moi, tu vois, typiquement, dans les premiers pop-up que j'ai fait, j'ai déjà eu souvent des personnes plus âgées quand même, full Chanel, tout, qui étaient là, ah, vous vous embêtez pas, hein, c'est quand même cher. J'étais là, madame, vraiment, je me rémunère 20 € sur cette veste. Mais, ou moins, je sais même plus, tu vois. Mais je trouve qu'on a beaucoup déconnecté et encore dans tout ça, je mets pas le temps que moi j'ai fait pour le designer et tout. Alors, certains diront que le design est moche, hein. J'entends, ça peut être très bien fait et moche, et là, c'est un truc, mais le prix aujourd'hui, c'est un peu galvaudé avec toute l'image d'une maison qui est très importante, mais qui ça veut pas forcément dire qualité. Bah ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis genre Sandro par exemple, parce que du coup une veste chez Sandro c'est plus ou moins le même prix, mais clairement la qualité. Ouais. Même en Zara maintenant ils ont monté leur prix. Et du coup c'est pas la même qualité, c'est pas les mêmes endroits où c'est fait. Non, c'est pas la même éthique. Ouais. Non. Mais moi c'est marrant, tu vois, pour se dire, à chaque fois que je parle avec des personnes, soit qui bossent dans la mode, soit qui ont des marques, à chaque fois ils me disent mais comment t'arrives à le faire aussi peu cher alors que tu es en France, parce que ma marge est petite, et que j'ai la chance d'avoir d'autres sources de revenus qui
et que je veux garder des trucs accessibles. Mais parce que j'ai construit le modèle différemment. Si j'avais que la marque de vêtements, je pourrais pas faire ces prix-là. Bah ouais, c'est certain. Non, mais c'est clairement mon cheval de bataille de montrer aux gens, en fait, vous pouvez acheter des fringues encore plus cool, encore plus uniques, et pour les mêmes prix que... Oui, et que ce soit chez nous ou quelqu'un d'autre. Enfin, mais c'est vrai qu'il faut mettre un peu en perspective tout ce qui se passe derrière le prix. Mais je comprends aussi les gens, on est tellement biberonnés Bah oui, clairement. à toutes ces choses-là que c'est dur de s'en détacher. Mais petit à petit, le combat continue. Tout à fait. Simone Business Club, c'est le club des fondatrices et fondateurs de marques émergentes. Alors si t'en fais partie ou que tu veux en découvrir, abonne-toi.